bon? Bon, ben je vais retour à l'expéditeur. Hein. Dis-moi, tu commences, je change de place. On va l'attacher. Tu l'as vu? Hein? Qui ça? Ah. C'est les restes du Mont Sinaï. C'est l'été que je chantais qui serait pas, il y avait des moments qui faisaient comme ça. Ils n'imposaient même pas ton repas qui faisait. Bon, alors, tout d'abord, bravo d'être venu. Comme je dis toujours, Torah Munachat Bekeren Zavit. La Torah, elle est posée dans un coin. Kol Arotzelitol et Avoveitol, tout celui qui veut venir prendre, qu'il vienne et qu'il prenne. C'est ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous avez laissé vos activités du dimanche et vous êtes venu écouter un cours de Torah. Et pour ceux et celles qui sont là, ben, vous prenez le mérite de tout Marseille, c'est pas peu dire. Et tout d'abord, comme le veut la règle, j'aimerais ici remercier Vodar Sanya, parce que tout est en train de se mettre en place, mais vous allez voir que c'est quand même une très grande structure qui va se mettre en place ce matin. Et on remercie de tout cœur Rabbi David Pinto, qui est à l'origine de ce rassemblement. Et comme je l'ai écrit, vous le verrez dans les fascicules, le fait d'étudier la Torah, c'est la plus grande protection qui existe pour un endroit. On l'a souvent cité dans les cours, Al-Shosha Devarim Haolam Omed. Il y a sur 3 choses sur lesquelles Adam Ochel Perotem Baolam Hazeh, excusez-moi, un homme il mange des fruits dans ce monde-là, Vea Keren Kayemet Leolam Haba, et le capital est gardé pour le monde futur parmi ces mitzvot qui sont rares. Parce que normalement, les mitzvot qu'on fait dans ce monde-là, on nous dit toujours, dans le monde futur, tu auras une part, mais tu ne profites jamais des mitzvot dans ce monde-là. Eh bien, parmi celles qu'on profite dans ce monde-là, c'est l'étude de la Torah. Et donc, organiser un rassemblement tel que celui-ci, avec des cours de Torah, c'est justement une grande protection pour la ville, et qu'Akadosh Baruch Hu protège toute la ville de Marseille et ses alentours. J'aimerais aussi remercier ici quelqu'un que vous avez sûrement dû voir courir un peu dans tous les sens, puisque c'est lui qui, d'une main de maître, eh bien, a organisé cette journée à l'initiative de Rabbi David Pinto. Yoel Marciano, vous le verrez un peu courir de partout, c'est lui qui a organisé cette journée et on le remercie d'avoir tout mis en place pour que tout se réalise et que tout se passe bien, que le mérite de l'étude de la Torah de cette journée soit aussi pour lui une grande protection. Le titre d'aujourd'hui, frères et sœurs, complicité ou complexité. C'est ce qu'on va essayer de traiter ensemble, parce que très souvent j'entends, et il y a beaucoup de gens qui se font l'idée de dire que finalement il faut faire attention, entre les enfants, il y a beaucoup de jalousie. Entre les personnes qui sont dans une même famille, on entend souvent des parents s'inquiéter et dire « Oh là là, moi j'ai un garçon, me fait des crises de jalousie. Attention à ma fille, il faut pas trop, c'est maladif chez elle la jalousie. » Or, la vérité c'est qu'on va essayer de développer qu'en fait rien n'est vrai de tout ça. Le Rav Wolbe dit qu'un homme, quand il naît dans ce monde-là, il naît avec une neshama, d'accord, un noyau qui est complètement pur, qui est complètement dépourvu de défauts. Et petit à petit, avec la famille, avec les fréquentations, avec la société, avec tout ce qui va l'influencer petit à petit, eh bien cette personne, elle va subir de nombreux changements, voire même changer ses traits de caractère. La façon dont un enfant va vivre sa jeunesse, comment est-ce qu'on va le regarder, comment est-ce qu'on va l'apprécier, c'est ce qu'on va essayer de détailler, eh bien c'est ça qui va faire de lui son caractère plus tard. Et j'ai toujours essayé de chercher à savoir des fois les enfants qui ont des problèmes, pour être moi-même dans un cadre où justement il y a des enfants. Très souvent les problèmes qu'on remarque chez ces enfants, c'est des problèmes qui sont enfouis ou en rapport direct avec la famille dans laquelle ils vivent. Et plus une personne, malheureusement, elle a des fois des parents qui ne sont pas dotés de tact, qui ne sont pas assez réfléchis pour comprendre comment un enfant va réagir, plus l'enfant risque de grandir avec des problèmes. Voilà pourquoi, en ce qui concerne la jalousie, hormis, si on pourrait dire ainsi, la jalousie naturelle et enfantine avec laquelle un enfant est né, de quoi est-ce que tout va dépendre? Tout va dépendre, eh bien, de ce que les parents, quelque part,
vont donner comme place à l'enfant dans la famille. Quelque part, les enfants, c'est les acteurs principaux de comment est-ce qu'un enfant il va avoir l'air dans la famille qu'il va vivre. Et on va essayer de développer ça. Alors, avec votre permission, je vais commencer par la naissance. Quand un nouvel enfant, Bessimon Tov ou Bemazel Tov, arrive dans une famille, et jusqu'à que cet enfant grandit, et on terminera ce cours en parlant même jusqu'au mariage. Comme on l'a dit, les enfants, les parents, ils jouent le rôle principal de l'arrivée de l'enfant dans ce monde-là. Dès que l'enfant arrive, dès que cet enfant va naître dans la famille, et je parle déjà d'une famille qui a d'autres enfants, comment cet enfant est accepté dans la famille? Vers qui les regards sont tournés quand ce nouveau-né arrive dans la maison? Forcément, on le câline, on lui dit des mots doux, on le complimente. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il va entendre? L'enfant qui est un peu plus grand à côté ne fait pas de bruit. Ton petit frère, il est en train de dormir. Je m'occupe du bébé maintenant. Laisse-moi tranquille, mon chéri. Je ne peux pas être au four et au moulin. Va jouer dans ta chambre. Et donc, petit à petit, qu'est-ce que le grand est en train d'enregistrer? Il enregistre que finalement, tous les regards et les intentions sont dirigés vers cet enfant, et lui est quelque part mis de côté. Et puis après, on s'étonne quand l'enfant, on lui demande « Tu l'aimes, ton petit frère ?» Ben, j'aurais préféré qu'on le revende, mon petit frère. Comment tu parles? Eh bien, quelque part, cette réaction, très chers amis, elle est liée au contact que j'ai créé à l'arrivée de cet enfant. Les parents, et ça c'est très difficile au début, mais après on prend l'habitude, doivent être capables justement de réserver à l'enfant la même place qu'il a eue depuis sa naissance et même à travers l'arrivée d'autres enfants dans la famille. Voilà pourquoi, par exemple, il y a une très belle habitude qui a été créée en Eretz Israël. Quand un enfant naît, on se doit de dire au grand, quand il vient la première fois à la clinique, j'ai quelque chose à te remettre, quelque chose qu'il aime, qui a une certaine valeur. Il y a ton petit frère qui vient de naître, ta petite sœur, crois-le ou pas, elle m'a remis un cadeau pour toi. Eh bien, quelque part, ça a déjà installé un climat de relation positive entre le grand qui accepte un nouveau-né dans sa famille et le bébé qui vient de naître. En ce qui concerne la maman, vous savez, on dit que d'après la halakha, une maman qui vient d'accoucher, et ça va faire plaisir aux dames, durant 24 mois, elle ne doit pas jeûner. Durant 24 mois, la halakha, elle dit « Evarea mitparkin ». Son corps, il est encore en métamorphose, en déplacement, et donc elle est considérée comme une personne qui est malade. Elle a besoin de se reposer. Ça, c'est clair. Vous savez, le Khatam Sofer, il écrit à un moment dans une de ses œuvres quelque chose d'extraordinaire. Le Khatam Sofer va dire, à cet instant où je suis en train d'écrire, je n'ai pas pu donner tout ce que je voulais écrire dans ce livre, écoutez bien, parce que le reste de mes livres sont dans la chambre où ma femme se repose après son accouchement, et je ne veux pas la déranger dans son repos. C'est vous dire que véritablement, une maman, elle a besoin de se reposer. Là n'est pas la question. Et puis il y a des mamans malheureusement aussi qui sont atteintes par ce phénomène qu'on appelle le baby blues. Et on doit le respecter, il y a cette baisse d'hormones et tout ça. Mais une maman, elle ne doit jamais perdre de son esprit que les enfants, ils ont besoin d'elle. Si un enfant, inconsciemment, il voit qu'après l'accouchement, sa maman, elle est fatiguée, elle n'a plus la même attention pour lui, automatiquement, il se met en garde. Il se dit, attends, ce bébé, quelque part, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une maman qui, au début, était tout à fait consacrée pour moi, et maintenant, il s'occupe complètement, eh bien, elle s'occupe complètement de lui. Où est passée ma maman d'avant? Et donc, plus la famille va se ressouder rapidement, plus la famille va retrouver sa forme initiale, quand bien même la maman a besoin de repos, plus ce sera bénéfique pour les enfants qui sont ici. Car il faut savoir que, comme je l'ai dit, un enfant qui naît dans une famille vis-à-vis des autres frères, c'est un changement total. Il y a un changement au niveau de la hiérarchie, inconsciemment. Jusqu'à maintenant, l'enfant c'était le premier, celui qu'on chérissait, celui à qui on le montrait à toute sa famille. Mais quand il y en a un deuxième qui vient pour lui aussi rentrer dans la famille,
les autres enfants se déplacent automatiquement quelque chose. Ils déplacent leur statut, ils déplacent leur attention, on déplace beaucoup de choses qu'à l'époque ils avaient et que maintenant ils risquent de perdre avec l'arrivée de cet enfant-là. Et après tout ça, donc il y a forcément une jalousie naturelle qui s'installe chez l'enfant. Et c'est là où va jouer le rôle des parents. Est-ce que les parents, ils vont entretenir cette jalousie, ils vont la faire grandir, ou bien non, ils vont tout faire, et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer, pour faire revenir la place de chacun dans la famille. Et donc, plus des parents vont dramatiser la jalousie, et plus les enfants, malheureusement, ils vont suivre le chemin de cette dramatisation. Pour vous donner des exemples, on entend trop de parents dire « Attention, le petit, il est jaloux !» Et la grand-mère qui chérit et qui dit « Misken, ce petit, il ne se remettra jamais de la naissance de son frère. » Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors tu prends une babysitter et tu lui dis « Attention, j'en ai un là de mes deux enfants qui est d'une jalousie monstre. Quand tu les gardes, fais attention qu'ils ne soient pas dans la même chambre. » Qu'est-ce qu'il entend le grand? Qu'est-ce qui se dit l'enfant qui est grand? Il se dit, mais qu'est-ce qui m'est tombé sur la tête? À cause des propos des parents qui, idiots, irresponsables et destructeurs, ont laissé cet enfant croire que l'arrivée de cette nouvelle enfant était pour lui une catastrophe. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Naturellement, il va se créer une défense naturelle contre, entre guillemets, le nouvel ennemi décrit par ses aïeux. C'est normal. Si l'enfant, toute la journée, il entend dire « Attention, il va être jaloux, attention, il ne faut pas faire ça, attention, il ne faut pas faire ça », forcément, l'enfant, il se calque à ce que les parents ont dit. Alors, bien évidemment, on ne peut pas abandonner l'enfant qui est né. Ça, c'est hors de question. On ne peut pas dire « Bon, ben finalement, on va s'occuper que du grand et le petit quand on aura le temps. » Non, 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 c'est pas ça. Ce que juste, je veux dire, c'est que les enfants, c'est des réfléchisseurs de stress. Il faut le savoir, ça. Plus les parents, ils vont mettre du stress dans la famille, dans le couple, plus les enfants, ils réfléchissent ce stress. Un peu comme dans une voiture, vous savez, il y a des phares dans la voiture, et puis il y a ces petits morceaux de plastique qui s'allument au contact et à la lumière qu'on leur met dessus. L'enfant, c'est la même chose. Plus je mets du stress sur un certain niveau, plus l'enfant, quelque part, eh bien, il va montrer du stress pour ce niveau-là. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens qui m'entouraient, qui souvent m'ont fait des allusions en disant « Tu sais, tu as un enfant, tu as 2 enfants, tu as 3 enfants, comment tu gères la jalousie ?» Je leur ai toujours dit, alors à l'époque c'était d'une façon inconsciente, mais aujourd'hui on voit que c'est écrit dans les textes, qu'il suffit entre guillemets simplement d'amener à chaque enfant ce qu'il a besoin. Et chaque âge qu'un enfant traverse dans sa vie, c'est un besoin différent que les parents doivent amener. Et là, c'est un couteau à double tranchant à bataille. Où les parents, ils savent donner à cet enfant la place qu'il a, et à ce moment-là, il s'épanouit, il sait que ses parents ont de la considération pour lui, ou bien malheureusement, on a créé de nos propres mains la rivalité dans la famille. Alors la question est de savoir, après toutes ces mises en garde, quelles sont les précautions à prendre. Première précaution à prendre, très simple, il y a un enfant qui vient de naître dans la famille. Alors on assiste tous à ces visites familiales où tout le monde vient voir le nouveau-né et tout le monde s'exprime qu'il est beau, qu'il est mignon, regarde les sourires qu'il fait, regarde comment il est joli. Et finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en valeur le nouveau bébé et puis l'enfant qui est de côté n'a pas eu forcément cette mise en valeur. Il n'a pas eu ce dont lui, véritablement, il avait besoin. Qui a besoin de tous ces compliments à cet âge-là? Le bébé qui est dans sa poussette, il dort pratiquement 20 heures sur 24. Il n'a même pas entendu ce que tu as dit. Or, l'enfant qui, lui, a déjà grandi dans sa famille et qui voit tout ce qu'on est en train de donner d'importance au nouveau-né, il se dit, mais moi, dans tout ça, où je suis passé? Donc, quand il y a ces réunions familiales, on doit être capable de donner de l'importance au bébé, mais pas plus que ça. Celui qui véritablement a besoin de se sentir grand, celui que véritablement a besoin de sentir
qu'il est mis en valeur, c'est lequel? Le grand, pas celui qui est né. De même au niveau des cadeaux. Vous savez, quand un enfant est né, je pense que la maison, les peluches dans la maison, ils deviennent plus nombreux que les gens qui habitent à l'intérieur. Et une peluche par là, et un mobile de ce côté-là, et encore une peluche, et encore un truc. Alors, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas acheter aux enfants, mais que les grands qui sont là, ils sentent que pour eux aussi, on a pensé à quelque chose. Quand je donne quelque chose à mon bébé qui, lui, entre parenthèses, n'en a pas grand-chose à faire de toutes ces peluches, que les autres enfants, ils aient eu un petit cadeau aussi. Ils aient eu une petite attention pour qu'en fin de compte, ils se disent, tiens, mes parents, ils ont pensé au bébé, mais ils ont pensé aussi à moi. Et comme on a dit, qui est le plus affecté quelque part dans tout ça, s'il voit que finalement, c'est le grand, d'accord? C'est celui qui, il a été mis un petit peu de côté sans avoir eu ses cadeaux. Moi, j'ai jamais vu un bébé qui s'est levé de son couffin et qui a dit « Et moi, j'ai pas eu de cadeau ». Non, ça n'existe pas, ça. Donc, qu'est-ce qui se déplace, en fait, ici, très chers amis? Ce n'est pas les enfants qui demandent plus d'attention, c'est les parents qui, inconsciemment, ont déplacé leurs attentions vers le grand et pas vers le petit. Et de même, vous savez, ces instants-là, alors on ne va pas dire que la maman, même le papa, ils sont en train de donner le biberon. Alors qu'est-ce qu'on dit aux grands? Écoute, laisse le bébé, il faut qu'il mange tranquillement. Va dans ta chambre, je m'occuperai de toi après. Mais pas du tout. Il dit le Rav Abrahamov, de qui d'ailleurs je tire tout ce cours aujourd'hui, et toutes les bonnes choses que je vais dire aujourd'hui, c'est de lui. Toutes les bêtises, vous les faites dépendre de moi. Il a dit le Rav Abrahamov, le biberon, c'est l'occasion de combler les deux en même temps. D'un côté, tu vas donner au bébé ce qu'il a besoin, parce que lui, qu'est-ce qu'il a besoin finalement? Il a besoin qu'on lui donne à manger, qu'on soit proche de lui, qu'on le cajole, mais tu vas surtout discuter avec ton grand et tu vas le rassurer sur toutes ces angoisses qu'il peut avoir de se dire finalement peut-être que papa et maman vont me laisser de côté. Non, tu vas lui donner cette force de pouvoir, entre guillemets, surmonter. Et on ne peut pas savoir, pour ceux qui suivent un petit peu mes cours du samedi soir, on ne peut pas savoir l'importance de ces discussions. Souvent on se dit, bon, ces discussions qui sont puériles, de quoi je vais parler avec lui? Qu'est-ce que tu as fait, Hogan? Tu as fait quoi comme dessin aujourd'hui? On croit que c'est puéril. Mais aujourd'hui, il te parle de ses dessins, et peut-être dans son âge adulte, il te parlera de ses angoisses. Mais si tu n'as pas été capable de créer ces moments de discussion dans sa jeunesse, comment veux-tu que plus tard, quand il sera grand, il sera capable de te parler de ses angoisses? Donc en fin de compte, les discussions qui sont au début futiles et puériles, elles ont créé un certain rapprochement qui plus tard va faire que plus tard, je serai le plus grand de ses confidents. Mais si quand il était petit et qu'il venait me dire « Papa, maman, tu sais ce que j'ai fait au GAN? Après mon chéri, je suis occupé maintenant. » Et toi tu es en train de piétonner sur ton téléphone. Et bien plus tard, il ne faudra pas t'étonner que ton grand, il va plus se confier à ses copains que ce qu'il viendra se confier à ses parents. Parce que cette relation de discussion au début, quelque part, elle n'a pas été mise en valeur. Si elle n'a pas été mise en valeur dès l'âge petit, et bien plus tard, elle ne pourra pas se mettre en valeur. Alors à ce stade-là, on pourrait entendre de mes paroles que finalement, c'est peut-être l'idéal de laisser le bébé de côté et s'occuper que des grands. C'est pas vrai. En fait, on compense le besoin de chaque enfant. Le besoin d'un bébé, c'est quoi finalement? Il n'est pas habité d'émotions, il n'est pas habité de sentiments. Or, le plus grand, avec ce qui vient de se passer de nouveau, ses émotions sont plus grandes que jamais. Donc, qui est-ce que je dois satisfaire au niveau des émotions? Le grand, pas le petit. Le petit, quelque part, il aura tout le temps de pouvoir être complimenté, de pouvoir être entendu. Aujourd'hui, ce qu'il a besoin, c'est surtout un besoin d'enfant. Sans compter le fait qu'un bébé, ça se réveille très souvent. Et donc, quand un bébé, ça se réveille très souvent, on a 10 fois l'occasion dans la nuit de le cajoler, de lui parler. Mais quand les enfants, les grands sont là, vers où doit être vocalisée notre attention et notre considération? Vers ces grands-là. Et surtout, que l'enfant, il soit, débordé, le grand, il soit débordé de compliments. On ne doit pas lésigner sur les compliments. Parce que les compliments, quelque part, c'est ce qui fait grandir un enfant. Une fois, j'ai un rave
j'ai entendu parler d'un Rav qui a dit, très souvent nos enfants, on est trop avares de compliments. Qu'est-ce que ça fait? À quelle heure tu te lèves? Va faire ton lit, tu n'as pas mangé, tu n'as pas fait tes devoirs, Combien de compliments on fait à un enfant? Faites le compte. Une fois un Rav il a dit, faites le compte, le nombre de compliments. Il y en a un qui doit être content là. Faites le compte, le nombre de compliments que vous faites à vos enfants et le nombre de réflexions que vous faites à vos enfants. Est-ce que c'est équitable? Non seulement c'est pas équitable, mais la majorité de nos discussions, ce sont toujours des discussions d'attaque. Où tu étais? Qu'est-ce que tu as fait? Et donc on n'a jamais fait grandir notre enfant dans un climat et dans une idée de dire finalement, tu es quelqu'un de capable. Et pour revenir à ce bébé et à cet enfant, qu'est-ce que le bébé a besoin finalement? Il a besoin de chaleur et de proximité. Or l'enfant, sur quoi est-ce qu'il va grandir quelque part? Il va grandir sur tout ce qui va être verbal et sentimental. Il a besoin d'être assuré quelque part que ce bébé qui est venu maintenant ne va pas prendre sa place. Et donc nous, on doit être capable de ne pas confondre entre les besoins de ce nouveau-né et les besoins de l'enfant qui est en train de grandir. Je vais vous dire, pourquoi je m'étale sur ça? Pourquoi j'insiste sur ça? Parce qu'aujourd'hui, en tant que professeur et en tant que personne qui rencontre beaucoup d'enfants tout au long de ma journée, je peux vous dire quelque chose. Enrico Macias, il ne s'était pas trompé. On est tous des mendiants de l'amour. C'est la vérité. Aujourd'hui, il y a trop d'enfants qui manquent d'amour. Et j'ai eu des anecdotes toutes fraîches qui m'ont montré A plus B que les enfants, ils étaient en manque d'amour très souvent. Vous savez, on a dans toutes les classes des enfants à difficulté. Des enfants qu'à chaque réunion, les professeurs, les directeurs, ils vous disent « je ne crois pas qu'on va le garder encore longtemps ». Ces enfants-là, précisément, je les ai pris sous mon aile. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis expérimenté à prendre ces enfants et les mettre en binôme, ce qu'on appelle en chavruta, avec des enfants qui, eux, étaient les spitz, comme on dit aujourd'hui, les têtes de la classe. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment ces enfants à problème, ils étaient métamorphosés. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'en fait, ces enfants à problème, qu'est-ce qu'ils ont besoin avant tout? Ils ont besoin de considération. Quand on les met au premier plan de la salle, quand on les met au premier plan de nos importances, l'enfant, il se métamorphose, Rabotaï. Autre histoire aussi qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps, j'ai un enfant, vous savez, comme il y a des enfants qui malheureusement ne savent pas bien écrire. Et un jour, je me suis dit, tu sais quoi? Au lieu d'à chaque fois de lui faire des réflexions, je vais le prendre, je vais l'asseoir à côté de moi et je vais lui dire, maintenant vas-y, on va faire l'exercice ensemble, je vous promets. Son écriture, elle a changé d'une seconde à une autre. Mais c'est pas possible. C'est plus le même enfant qui écrit, effectivement. L'enfant qui écrivait mal, c'était l'enfant qui était rejeté. C'était l'enfant que toujours, c'était le souffre-douleur de la classe. Le jour où je me suis mis à côté de lui, et je lui ai dit, maintenant, mon garçon, je reste avec toi, et je vais voir ce que tu sais faire. Viens, allez, première question. Deuxième question. L'enfant, je vous promets, même moi, j'en revenais pas, il avait changé son écriture. C'est vous dire des fois, malheureusement, qu'on n'a peut-être pas apporté assez ce que les enfants, ils attendaient de nous. D'un autre côté, comment ne pas se sentir débordé? Parce qu'il est vrai que quand on a une famille, Baruch Hashem, on n'a pas qu'un enfant, on en a plusieurs. Ben, il faut demander de l'aide. Il faut demander à ce que des tierces personnes viennent nous aider. Quand je dis viennent, je précise, ils viennent nous aider. Pas que pour dire, bon ben je vais demander de l'aide, je vais en mettre un chez Tata, l'autre je vais le mettre chez ses grands-parents, et l'autre je vais l'envoyer en colonie pendant 2 mois, et comme ça, le calme reviendra. C'est vrai que tu as eu le calme, il n'y a pas de problème. Mais l'enfant, qu'est-ce qu'il a senti? Il a senti qu'une fois de plus, on le prenait, et qu'est-ce qu'on faisait de lui? On le mettait en extérieur. Alors certes, nous, on s'est senti un petit peu plus à l'aise, mais qu'est-ce qu'on a fait de l'enfant? On l'a mis de côté. Non, la vraie occupation qu'on puisse donner à un enfant, c'est de lui dire finalement, tu vas rester avec moi, mais on va lui donner des rôles. Je dois m'occuper de ton petit frère, mais toi tu vas m'aider à laver les biberons. Je dois m'occuper de ton petit frère, mais toi tu vas m'aider à prendre les affaires de la chambre. Et donc à ce moment-là, on a gagné 2 choses. Tout d'abord, l'occupation de ce nouveau-né, c'est plus une angoisse pour le grand. Et en plus de ça,
Les parents, ils sont moins débordés parce que tout le monde y met du sien. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est plus qu'important. Parce que si on a su établir au début les relations qu'il fallait établir, eh bien petit à petit, les enfants, ils prennent une assurance qu'ils n'auraient pas eue à l'époque. Cette assurance de se dire finalement, mes parents, ils m'aiment. Et donc si mes parents, ils m'aiment, ça fait plaisir, hein. À ce moment-là, je ne vais pas aller chercher ailleurs. J'ai des parents qui m'aiment, donc forcément, je vais rester avec eux. Ils vont devenir mes meilleurs confidents et je vais faire ce qu'ils ont envie que je fasse. Mais si les enfants, ils ont senti un sentiment de mis de côté, un sentiment d'être un petit peu blasé de la situation, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chercher l'amour ailleurs, que Dieu nous en préserve. Et après, on se demande pourquoi est-ce que c'est comme ça? Eh bien, parce que tout simplement, on n'a pas fait de notre maison un endroit convivial, mais on a fait de notre maison un endroit qui est quelque part hostile. Et donc, comment je peux enlever l'hostilité de ma maison? C'est en faisant participer mes enfants à toutes les tâches de la maison. Quelqu'un qui véritablement donne à chaque enfant la place dans sa maison, il lui donne une importance vis-à-vis de sa façon de faire de tous les jours. Il lui donne une importance vis-à-vis des actions qu'il fait dans la maison. C'est plus le même enfant. On a une preuve de la Torah. Vous savez comment où Akadosh Baruch Hu, les fidèles d'Allo, ils connaissent le Dvar Torah, mais c'est pas grave. Au moment où Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde, il y avait une discussion entre les anges. Il y avait certains anges qui disaient « L'homme, ça vaut le coup qu'on le crée. Il va faire beaucoup de travail dans ce monde-là. » Et il y avait d'autres anges qui disaient « L'homme n'est qu'un destructeur. Il ne peut rien nous apporter dans le monde. » Il y avait une discussion entre les anges. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a dit aux anges. Et d'ailleurs, entre parenthèses, vous savez qu'on dit, alors à l'époque c'était un Français sur 6. Aujourd'hui, on dit un Français sur 4 prend des antidépresseurs. Or, la dépression, c'est quelque chose de tout à fait normal. On dit que l'homme, il vit des périodes qui s'appellent les Yemei Ha'ava, des périodes de jours d'amour, on a envie de croquer la vie en pleines dents, on se lève du bon pied, on sourit à tout le monde, on est content, il est content. Mais il y a des jours où on n'a même pas envie de lever la couverture de notre nez. Ça s'appelle Yemei Sina, les jours de haine. Il dit le Rav, pourquoi il y a Yemei Ha'ava et Yemei Sina? À cause de ces malachim. Les malachim, ils étaient en discussion si l'homme devait être créé ou pas. Et Akadosh Baruch Hu, in extremis, avant que les malachim se mettent d'accord, il a créé l'homme. Et donc, explique le Rav Wolbe, c'est ça, Yemei Ha'ava et Yemei Sina. Ce qui est intéressant pour nous, c'est ce que Dieu a fait. Comment Dieu s'exprime? Naase Adam Betsalmenu Kidmutenu. Faisons l'homme à notre image, comme il nous ressemble. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il a utilisé un langage fédérateur. Il a dit aux malachim, on n'arrive pas à s'entendre, faisons ensemble. Il dit le Rav Ramov, ça doit être pour nous aussi la devise à la maison. Quand on voit qu'on a un enfant qui est de côté, quand on voit un enfant qui est un petit peu furtif, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le fédérer dans la famille, ne pas le laisser de côté, créer des sorties avec lui, créer des objectifs avec lui. Toutes ces démarches, elles sont importantes et elles ont une extrême influence sur les enfants. Plus je les ai fédérés et plus je leur ai fait croire, d'ailleurs pourquoi j'utilise ce langage, qu'ils étaient capables de quelque chose, plus je vais faire sortir quelque chose d'eux. Là aussi, c'est peut-être une histoire que quelques-uns de vous ont entendu. On raconte que dans une école en Israël, il y avait une classe que tout le monde pensait perdue. On a donné une dernière chance à un professeur en lui disant « Écoute, voilà, on te donne cette classe, si toi, tu n'arrives pas à t'en sortir avec, on termine avec cette classe, on renvoie tous les élèves. » Qu'est-ce qu'il a fait le professeur? Il a demandé une fiche de renseignement et il regarde. Et il voit des chiffres. 90, 80, 99, 70. Et il interprète ces chiffres comme le QI de chaque élève de la classe. Et il se dit, mais attends, des élèves avec un QI aussi élevé, on n'arrive pas à s'en sortir avec eux, mais c'est des lumières. Qu'est-ce qu'il a fait dès le lendemain, le professeur? Chaque jour, les élèves entraient, ils disaient, allez, mes lumières, mes champions,
Vous allez y arriver avec une intelligence comme vous avez, mais vous allez tout massacrer. Vous allez être extraordinaire. Et petit à petit, les mois sont passés, les notes sont montées, le comportement des élèves a changé et c'est devenu une des classes les plus brillantes de l'école. Le directeur, il était époustouflé. Il a appelé le professeur, il a dit « Mais comment tu as fait? Comment tu as fait? Nous, on n'est pas arrivé à les faire tenir assis et toi, tu es arrivé à obtenir d'eux d'être les meilleurs aujourd'hui du campus. » Il a dit « Mais je ne comprends pas ta question. Au début de l'année, tu m'as donné une feuille avec des chiffres, des quotients intellectuels, 99, 80, 100, 70. Mais avec des lumières pareilles, il a dit « Mais il est devenu blême, le directeur. » Il lui a dit, c'est pas le numéro du QI, c'est le numéro des casiers de chaque enfant. Vous comprenez ce qu'il a fait, ce professeur? Il a laissé entendre à ses enfants qu'ils étaient capables, au vu de leur numéro, non pas de QI, mais de casier. Il leur a dit, vous êtes des enfants qui sont capables. Et donc il les a métamorphosés. Eh bien, je vais vous dire, dans la relation entre frères et sœurs, c'est la même chose. Si aujourd'hui il y a des distances, et même dans un âge assez avancé, on va en parler de suite, parce que vous êtes peut-être en train de vous dire, voilà, il nous a parlé que des bébés depuis ce matin. Je vais arriver à l'âge adulte. Mais en fait, tout commence de l'âge enfant, c'est ce que je vous dis depuis le début. Eh bien, si on a été capable de dire à nos enfants, vous êtes une famille, vous êtes des frères et sœurs, vous devez vous aimer. Eh bien, les enfants, ils vont entendre ça petit à petit, du jour au lendemain, d'une semaine à une autre, d'un mois à un autre. Et puis, ils vont entendre que les parents, ils crient à qui veut l'entendre. Mon grand s'entend à merveille avec ses frères. Donc, petit à petit, eh bien, cette idée que les parents ont commencé à crier haut et fort va faire son chemin et va faire que finalement, ces enfants, ils vont devenir des enfants beaucoup plus entendus entre eux, si on préfère, qu'on aurait pu s'imaginer. Et je vais vous dire, l'erreur aussi, dans la deuxième partie de ce cours, c'est que très souvent, ou peut-être inconsciemment, on compare les enfants entre eux. On entend souvent des parents dire « Tu pourrais être un peu mieux que ton frère quand même. Regarde ton frère, je t'en prie, regarde, je t'en prie. Regarde quelle douceur. Prends l'exemple de ton frère, qu'est-ce que tu vas devenir ?» Ou alors « Regarde ta sœur, comment elle est studieuse. Elle, au moins, elle est studieuse, pas comme toi. » Alors nous, qu'est-ce qu'on croit qu'on fait? Qu'on est en train de faire un électrochoc. Mais on est en train de faire exactement l'inverse. On est en train de faire un taser sur nos enfants. On est en train de les prendre, et qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de les dévaloriser complètement. On est en train de leur dire finalement, voyons voir quelque part qui sera capable parmi vous. Mais tu sais très bien qu'il y en a qui sont plus forts et qu'il y en a qui sont plus faibles dans la famille. Pourquoi tu les mets en rivalité? Pourquoi tu les mets en concurrence? Moi je pense qu'il faut faire exactement l'inverse. Il faut être capable, et ça je m'en suis rendu compte avec les élèves à Botaï. Plus vous faites des différences dans la classe, et vous vous dites il y a les bons, et puis il y a les mauvais. Les bons on va les considérer, et les mauvais, pas grave, on leur fait prendre la porte. Vous savez, Madame Cohn, une fois elle m'a dit quelque chose, et là je vois au il donne une bonne santé. Au début je ne l'ai pas trop compris. Mais vous savez, Rav Chokron, quand vous mettez un enfant à la porte, c'est un échec. Ben, je dis oui. Non, mais elle m'a dit, c'est un échec pour vous. Je dis pour moi. Mais c'est lui qui se comporte mal. Elle m'a dit pas du tout. Mais elle a tout à fait raison en fait. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant il est parti à la porte? Eh bien, c'est la patience que tu n'as pas mis pour pouvoir laisser cet enfant s'épanouir et devenir quelqu'un de bien. Tu l'as de suite catalogué. Il y a les bons et il y a les mauvais. Eh bien, inconsciemment, peut-être à un niveau un peu moins fort, dans la famille, c'est pareil. On a nos chouchous, on a ceux pour qui on espère, eh bien, ce seront la continuité de la famille, et on a les autres. Eh bien, inconsciemment, qu'est-ce qu'on a fait, Rabotaï? On a pris certains enfants et on les a élevés, et on a pris d'autres et on les a rabaissés plus bas que terre, avant même qu'ils soient confrontés à la génération dans laquelle ils vivent. Et je vais vous dire, un esprit de concurrence, c'est nocif qu'on ne peut pas faire plus. Et malheureusement, les professeurs aujourd'hui, ils font ces erreurs aussi. Les enfants, ils sont conscients qu'il y a des professeurs, ils aiment ces élèves, c'est leur petit chouchou, hein? Et puis nous, qu'est-ce qu'on est? Il ne faut pas que ce soit comme ça. Il faut que les professeurs, ils soient capables de pouvoir donner à tous les enfants la même considération. Or, c'est très dur. Il ne faut pas se mentir. Quand on a un enfant qui, chaque contrôle, planche et te ramène, eh bien, un 20 sur 20, et quand il y en a un autre que tu as du mal à faire asseoir sur la chaise,
ben forcément, le professeur, il a tout à fait la tentation d'aller dire, ben moi, je vais aller m'occuper des élèves qui ont envie de réussir. Mais dis-toi bien quelque chose, et je parle en tant que professeur, je ne peux pas dire comment tu peux juger, tu n'es pas à leur place. Je suis professeur. Dis-toi bien que ces enfants qui n'arrivent pas à réussir, c'est pas qu'ils n'ont pas envie de réussir, c'est qu'on leur a pas donné les moyens. On leur a peut-être pas donné les moyens parce qu'à la maison il y a de la tension. On leur a peut-être pas donné les moyens parce qu'il y a peut-être un professeur qui, in extremis, a qualifié cet enfant une fois dans sa vie, et l'enfant, malheureusement, j'ai subi ça aussi. Dans mon enfance, j'ai eu des professeurs qui n'ont pas tenu compte de moi. Je me rappelle un jour d'hiver que le professeur, il m'a dit devant tout le monde, espèce de cancre, Cohen, tu resteras toujours le même. Et toute ta vie, tu entends espèce de cancre, espèce de cancre. Tu essaies de faire des études, il y a encore ce mot qui te revient, espèce de cancre. Tu essaies de rencontrer une fille ou un garçon, espèce de cancre. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ce professeur? Sans se rendre compte, il a détruit un enfant dans les plus belles années de sa vie. Et donc, quelque part, le rôle des parents, qu'est-ce que c'est? Le rôle des parents, c'est de considérer chaque enfant selon son potentiel. Ne jamais complexer un enfant et lui dire, et c'est dur, parce que quand on a une tranche d'enfants qui a réussi et d'autres qui malheureusement sont complètement dans le chaos, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Prends exemple sur tes frères. Eh bien, comparer un enfant à ses autres frères, c'est lui apprendre à ressembler à des critères et à des standards qui ne sont pas les siens. Et toute sa vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de ressembler aux autres sans être quelque part, lui, celui qui devrait être. Je vous donne un exemple. Des fois, vous avez les enfants, ils reviennent avec une note 11, attendez le micro, 11 sur 20. Et donc, toi, tu te dis, mais c'est quoi? C'est quoi 11 sur 20? 11 sur 20, quelque part, c'est bidon. Tu aurais pu avoir au moins 15, tu aurais pu avoir au moins 18 sur 20, mais tu n'as pas compris. Si véritablement, et je dis bien si véritablement, cet enfant, quelque part, il a travaillé, il a bûché, mais qu'à la fin, avec son potentiel, il est arrivé à 11 sur 20. Qu'est-ce que c'est 11 sur 20? C'est le résultat de tous les efforts qu'il a donnés pour arriver à cette note. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu dis, mais tu vaux rien. Qu'est-ce que tu as fait? Tous les efforts qu'il a mis dans ce 11 sur 20, tu les as pris, et puis tu les as mis à la poubelle. Voilà. Donc quelque part, de même, s'il y a des enfants qui excellent, alors qu'est-ce que tu fais toi? Tu dis, oh là là, c'est extraordinaire, comment est-ce que tu es? Je suis fier de toi, mes enfants, David est ma fierté, Sarah, heureusement qu'il y a toi pour relever la famille. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris, certes, celui qui était bon, tu l'as relevé, mais les autres, eh bien, tu les as mis de côté et tu les as complexés jusqu'à la fin de leur vie. Et quand je dis jusqu'à la fin de leur vie, parce que ces complexes-là, ils restent même à l'âge adulte. Et voilà pourquoi est-ce qu'après on retrouve des enfants qui ont une envie de croquer la vie à pleines dents. Pourquoi? Parce que moi je l'ai fait le micro-trotteur. J'ai été demander le micro-trottoir à ses parents. Comment vous avez fait micro-trottoir? Je dis, comment vous avez fait pour avoir des enfants comme ça? Des lumières, un médecin, un avocat, l'autre il fait des études à l'étranger, il va devenir directeur d'université. Comment vous avez fait? Ils m'ont dit, les enfants, on ne les a pas lâchés depuis qu'ils étaient petits. Chaque devoir, chaque étape dans leur vie, on était là pour les encourager. Il y en a même qui m'ont dit, on a arrêté de travailler pour suivre nos enfants à l'école. Encore ce Shabbat, on me l'a dit. Il n'y a pas de secret, Arbezaï. Plus on est derrière les enfants, et plus on les encourage, et plus on leur ouvre leur potentiel pour que plus tard, ils puissent devenir des gens qui n'auront pas peur de la difficulté. Et plus on les a rabaissés, plus quelque part, on ne leur a pas laissé la possibilité de devenir qui vraiment ils devaient devenir, plus malheureusement, on n'aura pas de résultat. Et donc, quelque part, féliciter un enfant devant un autre, c'est pas la meilleure des solutions. Vous savez, on dit que Shabbat et Yom Tov, il y en a qui disent qu'on ne fait pas les Chadodi. Vous savez pourquoi? Parce que dans le Lechadodi, qu'est-ce qu'on dit? Pene Shabbat, Nekabela. Nous allons recevoir la phase de Shabbat. Alors les Mefarshim disent, et Yom Tov? Et Yom Tov dans tout ça, il va se sentir complexé. Et c'est quoi Yom Tov? C'est pas un humain. Même pour le respect de Yom Tov, on ne va pas dire Pene Shabbat Nekabela. C'est vous dire comment est-ce que c'est désobligeant de devoir complimenter quelqu'un à outrance quand ça risque d'être quelque part, pour celui qui est à côté, une défaillance. Chaque enfant, il doit être valorisé.
Vous savez, dans Yermia, c'est écrit « Aben yakirli Ephraim, imiret shashwim » Ephraim est pour moi mon fils chéri, un enfant choyé. Plus j'en parle, plus je veux me souvenir de lui. Qu'est-ce qu'il dit Rachi sur place? Kol echad ben yachid. Je peux avoir 6 enfants, mais j'ai une relation privilégiée avec les 6. Chaque enfant, il sait qu'il peut me retrouver et avoir une relation privilégiée avec moi. Et ce qui est important aussi, eh bien, c'est de fédérer les enfants. On a parlé tout à l'heure de talent. Il faut inciter le talent des enfants, leur faire de la musique. Vous savez, le Gaon, je crois que c'est le Gaon qui dit que chaque enfant, il naît avec une spécificité. On est tous des gens spéciaux. D'ailleurs, on dit que le tachlit d'un homme dans ce monde-là, c'est dans sa spécialité. C'est quoi la spécialité? Toute votre vie, on vous a répété depuis que vous étiez enfant, tu es très bon là-dedans. Tes copains, quand ils ont connu, ah, tu es bon toi là-dedans. Ta femme, quand elle t'a connu, ça arrive ça aussi. Elle t'a dit, mais tu es très très bon là-dedans. Eh bien, il dit le Gaon, ce pourquoi on te considère très bon, c'est pourquoi tu es venu dans ce monde-là. Et ce pourquoi à chaque fois tu trébuches, tu as un Yetzirah, tu as des tentations, ces tentations, elles ont été créées dans toi pour que tu les répares dans ce monde-là. C'est ça ton but. Eh bien, il dit le Rav Abrahamov, tout enfant, il a une particularité. Les enfants qui naissent, ils ont tous un don. Eh bien, au rôle des parents, de relever ce don. Toute la vie de l'enfant, il va falloir trouver ce don. Et quand on l'a trouvé, qu'est-ce qu'on doit dire à l'enfant? Tu es extraordinaire, tu vas aider tes frères et sœurs à être comme toi dans ton don. Et qu'est-ce qu'on a gagné? L'enfant tout d'abord, eh bien, ses autres frères et sœurs, ça devient ses petits protégés, parce qu'il va leur apprendre quelque chose. Et les petits frères et sœurs qui voient le grand être devenu ce qu'il est devenu, ils vont l'adorer. Pourquoi? Parce qu'il va leur apprendre quelque chose. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a fédéré la famille. Et on est obligé de passer par là. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que l'entraide entre frères et sœurs, ça va peut-être vous choquer, c'est pas quelque chose de naturel. C'est loin d'être naturel, l'aide entre frères et sœurs. C'est quelque chose qui petit à petit se construit, qui petit à petit, eh bien, grandit. Et il faut inciter les enfants à se protéger entre eux. Il faut leur expliquer, ton frère, c'est ton protégé. C'est celui quand tu vas être dans la cour avec lui, il va falloir que tu le protèges et que tu fasses attention à lui. Et il va falloir leur apprendre sans les obliger. Vous savez, il y a un grand principe qui a été dit au nom d'un Rav, je ne le dirai pas parce que je ne suis pas sûr de le répéter exactement comme il a dit. Un enfant, on ne peut pas l'obliger. Sachez-le. Et d'ailleurs, d'après la halakha, on dit que Gadol, Metsuve VOC, Mimi Sheeno Metsuve VOC. C'est plus fort quelqu'un qui fait une mitzvah parce qu'il a été ordonné, plus que quelqu'un qui fait une mitzvah alors qu'il n'a pas été ordonné. Pourquoi? Parce que quelque part, quand on ordonne de faire quelque chose, c'est dur à accomplir. Quand on te dit, faut que tu fasses, tu as du mal à le faire. Et donc, quelque part, la Torah, elle nous dit, dans Baba Kama, dans le Talmud, page 38, Gadol, c'est quelque chose de grand. Quelqu'un qui est capable de faire quelque chose parce qu'on l'a ordonné, c'est quelque chose d'énorme. Donc, il a dit, le Rav, plus tu vas obliger tes enfants, écoutez bien ça, à faire des choses, moins ils le feront. Je te donne un exemple. Il est 22h, ton fils est monté dans la chambre, tu es sur le canapé, mais tu n'arrives pas à prendre la bouteille qui est sur la table basse. Tu dis, David, tu peux venir? Donc David, il descend. Quoi, papa? Donne-moi la bouteille qui est à côté de la table. Il a dit, le Rav, plus tu vas prendre tes enfants comme tes serviteurs, plus ils n'auront qu'une seule envie plus tard, ne plus te voir. C'est-à-dire que l'aide que les enfants ils vont donner à ses frères et sœurs, à plus forte raison qu'on ne peut pas leur obliger. On peut leur apprendre, on peut accompagner ces enfants dans cette réflexion, mais qu'eux-mêmes, ils soient capables de faire ça de leur propre gré, c'est très compliqué. Il faut que ça soit fusionnel. Il faut que les enfants ils arrivent à avoir cet amour. Et on le voit. On voit que Yehuda, quand Yosef, qui n'avait pas reconnu bien sûr, il lui avait dit, il a dit, écoute, où tu vas nous rendre notre frère Binyamin, ou on va te massacrer. Donc Yehuda, quelque part, il s'est porté garant sur Binyamin. Il a même dit à un moment, laissez partir Binyamin et prenez-moi à moi. Eh bien, les Chachamim vont dire quelque chose d'extraordinaire plus tard, quand le peuple juif va sortir en exil. Qui va rester en exil en Israël? Yehuda et Binyamin. Parce qu'ils ont fait quelque chose ensemble. Ils ont fait plus que quelque chose. Ils se sont sauvés mutuellement. Eh bien, même quand la galoute va arriver, Yehuda et Binyamin, ils seront ensemble, parce qu'ils ont créé ensemble.
Et ça, je vais vous dire quelque chose, il faut créer ces occasions. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la société dans laquelle on vit, elle a tout fait, vous m'entendez? Elle a tout fait pour nous séparer. Les Game Boy, les portables, c'est quoi toutes ces choses-là? Eh bien, ce sont des instruments qui vont faire en sorte de te faire jouer à quelque chose sans faire attention à 10 km à la ronde. Il y a une expérience qui a été faite il n'y a pas longtemps terrible. Ils ont pris des enfants et ils les ont mis devant des consoles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont complètement changé la décoration de la chambre. Il n'y a pas un seul enfant qui s'est rendu compte qu'autour de lui, les cadres avaient été changés, la tapisserie avait été changée, d'accord? La couleur des nappes était changée. Pourquoi? Parce qu'il était plongé dans sa Game Boy ou dans son portable. Et donc, ce qu'on doit être capable de faire aujourd'hui, c'est trouver des occasions. Je ne sais pas, le Shabbat, comme je dis, c'est extraordinaire, parce qu'on n'utilise pas les portables. Profitez pour faire des jeux de société. Profitez pour que les frères et sœurs, entre eux, fassent des équipes, qui vivent des choses ensemble. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, très chers amis, on vit dans une société où on ne vit plus ensemble. Le modernisme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé les familles. Et donc, le rôle des parents aujourd'hui, eh bien, c'est de faire qu'ils vont pouvoir se réunir. Je terminerai par 2 points importants. Comment on fait quand il y a des disputes? On sait très bien que des fois, les enfants, ils se chamaillent. Alors, il faut bien retenir un principe sur lequel on devrait faire un cours entier sur ça. Les cris et les coups, c'est les derniers crédits. Si tu dis, moi, je vais les massacrer, ok, tu vas les massacrer. Mais si une fois tu les massacres, 2 fois tu les massacres, à la fin, tes coups, ils n'auront plus d'effet. Si à chaque fois tu cries sur les enfants, qu'est-ce qui va rester à la fin? Rien du tout. Donc en fait, les cris et les coups, ça doit être notre dernier crédit. Quand il y a une dispute, la première chose à faire, c'est de séparer les enfants calmement et de dire, vous n'êtes pas capable de vous entendre ensemble, allez chacun dans une chambre. Et surtout pas, un des grands principes aussi, surtout pas prendre part. Parce que très souvent, mais oui, mais je sais très bien, à chaque fois il t'embête, mais il a toujours été comme ça. Ne jamais prendre part dans une dispute. Rester le plus neutre possible. C'est écrit Betsedek, Tishpot et Amitecha. Avec justice, tu jugeras ton prochain. Mais c'est pas que Amitecha. Amitecha, c'est ta famille aussi. Comment tu prends place? Est-ce que tu es toujours en train de prendre? Et après, qu'est-ce qu'il te dit ton fils ou ta fille? Mais de toute façon, tu as toujours été son chouchou. Moi, tu t'en fous de moi. C'est toi qui as créé ça. Si tu prends place, tu prends dans la divergence, c'est très très grave. De même, ne jamais qualifier un enfant, de lui dire, mais qu'est-ce que tu es mauvais? Non. Tu vas dire, ce que tu as fait maintenant, c'est pas bien. Mais dire à un enfant, tu es mauvais, toute sa vie, il va devenir mauvais. Parce que quelque part, les enfants, comment ils se modèlent, comment ils se transforment, comment ils deviennent par rapport aux critères de ce que les parents ont déterminé. Si un père, il répète toute la journée à ses enfants, tu es capable, tu es quelqu'un qui va pouvoir réussir, l'enfant, ce sera une lumière. Mais si toute la journée, le père ou la mère, il radote, tu es un incapable, tu es un bon à rien, de toute façon, tu as toujours été celui qui me fait des problèmes, l'enfant, il enregistre. Il enregistre, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un réfléchisseur. Tu lui envoies une information, il va la mettre en pratique. Et donc, quelque part, ce qu'on doit faire bien attention, c'est de ne jamais qualifier l'enfant, mais uniquement qualifier l'action qu'il est en train de faire. Et surtout, vous savez, quand il y a des disputes, qu'est-ce qu'on fait en général? On est tellement fatigué. Un Shabbat après-midi, après la dafila en pleine sieste, tu te lèves, tu fonces et tu piques une crise. Mais est-ce que tu as essayé d'écouter ce qui s'est passé? Peut-être qu'il y en a un qui véritablement embête l'autre. Peut-être qu'il y en a vraiment un qui a raison et un qui a tort, et il faut essayer de rétablir la situation. Crier sur tout ce qui bouge, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça va juste dévaloriser celui qui avait raison, et ça va encourager celui qui avait tort. Alors que si je viens et j'essaye de comprendre, essaye d'entendre, entends ce qu'ils sont en train de te dire, tu vas voir que finalement c'est très simple à régler. Il faut juste remettre les pendules à l'heure. Et ne jamais permettre, ça aussi, on le sait très bien, à Kol Kol Yaakov, la voix, c'est celle de Yaakov, et Hayadaïm et Esav. Quelqu'un qui lève les mains pour s'exprimer, c'est terrible. Et donc, dès le plus jeune âge, il faut empêcher les enfants de se lever les mains. Et puis, tout ce que je viens de vous dire maintenant, pour conclure, pourquoi c'est tellement important? Pourquoi c'est tellement important, eh bien, de bien construire nos bases? Je vais vous dire. Parce que quelque part, si on a bien construit ces bases, Rabotaï, on a fait un pas de géant pour l'avenir. Pourquoi? Parce que si les enfants, ils sont capables de s'arranger avec les copains qui les entourent, ça c'est facile. Aujourd'hui, je te vois,
demain je ne m'entends pas avec toi, je vais prendre un autre copain. Mais quand je suis capable de m'entendre avec mes frères et mes sœurs avec qui je vis tout le temps, avec qui je vois tout le temps, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que j'ai une capacité à pouvoir m'arranger avec les gens avec qui je vis tout le temps. J'ai tout gagné. Pourquoi j'ai tout gagné? J'ai fait gagner le mariage à mes enfants. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui je suis capable de pouvoir m'entendre avec mes frères et sœurs, plus tard je saurai être capable et conciliant avec qui? Eh bien, avec mon couple. Vous savez, on dit dans un couple, je terminerai par ça, pourquoi est-ce qu'on rentre autant sous la roupa? Le khatan, la kala, les parents du khatan et les parents de la kala, ça fait beaucoup quand même. Ça fait 6 personnes. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que quand tu te maries, c'est pas juste le khatan et la kala qui rentrent sous la roupa. C'est 6 personnes. Les habitudes du beau-père, les habitudes de la belle-mère, les habitudes du père, les habitudes de la mère, les habitudes du mari, les habitudes de la femme. Tout ça, il va falloir les mettre dans une même maison, un soir d'hiver, à 22h, quand tu n'as pas la force de sortir, et de dire « Merci mon chéri, je t'aime ». Eh bien, si tu as été capable, petit, de t'arranger avec tes frères et sœurs, avec qui tu as vécu les premiers instants de ta vie, et les parents, ils ont été là pour concilier cette entente. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non seulement ils ont fait régner la paix dans leur famille, mais ils ont fait régner la paix dans le peuple juif. Eh bien moi c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, que vous puissiez avoir la plus grande des réussites avec vos enfants, pour que vos enfants d'aujourd'hui soient les parents de demain de la meilleure des façons. Ashta Bagala Widman Karib, Venomar, Amen. Merci à tous. Oui? C'est-à-dire obligé. Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Plus vous ordonnez à un enfant, plus vous avez de chances qu'il ne vous écoutera jamais. Et plus vous obligez un enfant, à plus forte raison, il ne vous écoutera pas. Oui, c'est pareil. Donc ce qu'il faut faire, c'est suggérer. Vous pouvez suggérer à votre enfant d'être conciliant. Vous pouvez suggérer à votre enfant de faire comme vous attendez qu'il soit. Mais obliger ou ordonner, sur le moment, il va peut-être le faire. Mais arrivera un jour où il sera capable de se débrouiller seul, et à ce moment-là, je ne vous le souhaite pas, mais le père ou la mère qui s'occupe comme ça de ses enfants, un jour ou l'autre, que Dieu nous en préserve, ils verront leurs enfants leur tourner le dos. Parce que si l'éducation elle est basée sur des obligations et sur des ordres, viendra un moment où tout malheureusement risque d'être lâché. Oui. Vous n'avez pas parlé de la mère. Et en plus. Alors j'ai parlé des parents tout confondus. Et la mère juive. Ah bon? C'est-à-dire? Ah, vous savez ce que je veux dire. Oui, je pense comprendre ce que vous voulez dire. Excusez-moi, Rav Robert, je termine dans une minute. La mère juive, elle a ses qualités, elle a ses défauts. Elle a ses qualités parce qu'elle est tellement proche de ses enfants qu'elle veut leur réussir depuis le premier jour où ils naissent jusqu'au dernier jour où ils prennent la retraite. D'accord? Mais une maman juive intelligente, c'est une maman qui au début est capable d'être proche de ses enfants sans les étouffer. Et ça c'est très important. Parce que des fois malheureusement, les mamans elles continuent leur rôle de maman quand leur fils il a déjà 55 ans. C'est un peu beaucoup. Donc être une maman juive, oui. Une maman étouffante, essayez de l'être moins. B'atzlacha.